La première séquence, on va laisser la parole à nos représentants des ministères qui se sont attachés à rendre possible cette ouverture d'esprit et de règles pour susciter l'innovation. Merci beaucoup et d'abord merci à l'association AMO de l'invitation. Le ministre vous prie de bien vouloir l'excuser. Et en fait, je veux dire très peu de choses. Ce que vous avez dit, c'est exactement ce que souhaite le ministre. Et dans le prolongement, c'est très clair de ce qui avait été fait dans la loi Liberté de création, architecture et patrimoine. Et donc a connu un développement nouveau dans la loi Société de confiance. Mais enfin, il y a une filiation, même si ça prend une tournure nouvelle avec l'objectif de devenir un État permanent. Cette faculté de réaliser des choses en ne se restreignant pas à des solutions normatives fixées par des textes. D'une façon générale, le ministre voulait simplement dire qu'il est attaché à la capacité du gouvernement à faciliter ces innovations, ces prises de risques maîtrisées pour atteindre les objectifs que vous avez cités tout à l'heure, M. Duplantier, qu'on partage tout à fait, qui sont à la fois de trouver des solutions qui sont plus astucieuses et plus astucieuses en ce que finalement elles apportent une qualité, une rapidité des exécutions supérieure à ce qu'on obtiendrait en se contentant d'aligner un ensemble d'obligations de moyens fixées d'ailleurs par concept ou par morceau de concept de la construction, hein, comme c'est un peu le cas pour l'instant. Voilà. Tout ceci, je veux dire que tout ce mouvement, il est très fortement issu d'une demande portée par les concepteurs et par les maîtres d'ouvrage. Donc là, on peut dire que la demande, elle a été très forte, très portée. Je pourrais dire que ça existait autrefois, il y a assez longtemps, d'une façon forte à l'intérieur du programme construction-architecture. Hein. Il y a eu des phases assez expérimentales et qui ont permis d'ailleurs de faire évoluer certaines règles. Peut-être que c'était moins net dans la période récente et aussi bien la succession des permis dont vous avez cité les noms ont permis de donner une dynamique nouvelle à cette ouverture à l'innovation. Le permis d'expérimenter, donc, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, voilà, mes collaborateurs présenteront ce que vous avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et comment est-ce que vous nous garantissez qu'avec cette affaire, on n'est pas en train de se faire enfumer et de nous délivrer un système qui ne pourra pas fonctionner. Donc voilà, donc ça, mes collaborateurs vous expliqueront ce qui a été co-conçu, parce que quand même, dans cette affaire, le système dans son ensemble est conçu avec les partenaires de la construction, à la fois maîtres d'ouvrage et concepteurs, maîtres d'œuvre, dans le cadre du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Donc ça a été le cas pour le permis d'expérimenter, et c'est le cas pour, dans la foulée, la réécriture du livre premier du Code de la construction qui donnera à ces facultés un caractère permanent. Voilà, donc le permis expérimenté est fonctionnel, l'ordonnance et le décret principal sont sortis. Il y a des aides, si j'ose dire, que le ministère de la Ville et du Logement, une partie du ministère de la Cohésion des Territoires, a mis en ligne à la demande du ministre, justement pour expliquer comment fonctionne la démarche. On est très preneur de tous les relais qu'on peut avoir, et donc on vous remercie de cette occasion de présenter la façon dont ça peut fonctionner, et j'espère de donner envie à un grand nombre de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre de s'en saisir. Et puis, voilà, dans le deuxième temps, dans un an à peu près, hein, puisque l'échéance c'est février 2020, le livre premier du Code de la construction et de l'habitation sera modifié pour intégrer cette façon de penser qui permet à ceux qui le souhaitent de s'appuyer sur des solutions de référence qui sont maintenues dans le corpus réglementaire, mais qui permet à ceux qui le souhaitent, qui permettra de façon permanente à ceux qui le souhaitent d'innover en garantissant simplement qu'ils atteignent les bons objectifs, les mêmes objectifs que ceux qui sont assignés aux solutions de référence. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci de la mobilisation de l'association et voilà, n'hésitez pas à nous questionner, et de toute façon, on continue à travailler ensemble en réalité avec le ministère de la Culture, qui est le ministère de l'Architecture. On
on continue à travailler ensemble sur la suite et sur la rédaction de l'ordonnance. Les groupes de travail sont déjà lancés et ont déjà beaucoup travaillé en vérité. Et il y a encore, ceci dit, il y a encore énormément à faire puisque ce n'est pas une mince affaire de faire ce changement de concept quand même. On passe d'un truc où on disait à chacun, voilà les dimensions. C'est un peu, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme le règlement du PLU, quand en décembre 2015, on a permis que le règlement du PLU contienne localement, non pas des règles fixes, mais simplement des principes à travers les OAP, et puis à charge pour la collectivité de vérifier que les projets respectent les principes. Mais plus de règles, plus de prospects détaillés, plus de distance de recul, de hauteur, etc. Plus rien de tout ça dans certaines zones. On est un peu dans la même évolution. Ce qui, on peut dire, pour le gouvernement et pour l'administration, est un changement culturel assez sensible, mais je pense positif. Voilà, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. J'aurais voulu juste faire une petite phrase de transition, quand même, pour saluer le fait que le ministère de la Culture était parti très en avant, à montrer la voie au travers de la loi CAP. À MO, en octobre 2014, on avait fait un petit groupe de travail pour réfléchir à ça. Et on avait même imaginé, non pas tout un dispositif aussi grand que le vôtre, on était plus modeste, on parlait de zones franches dans lesquelles il serait permis de bouger une oreille, voire deux oreilles, pour sortir un peu des sentiers battus. Donc quand on a vu que le ministère de la Culture s'emparait quelques mois plus tard de cette problématique, on a été très heureux. Après, on a vu que ça devenait un sujet d'envergure partagé par d'autres ministères. L'importance de la réunion de ce soir, c'est de clarifier dans les esprits toutes ces démarches pour qu'on sache le mode d'emploi à l'issue de cette réunion. Agnès Vince. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les membres de l'association AMO, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, parce que je crois qu'il y a parmi vous quelques étudiants. Alors, il est tout à fait remarquable, et je vous remercie, pour une formation universitaire, on va dire, d'ouvrir la porte, en fait, à des confrontations, à des dialogues, à des contradictions qui sont celles du présent et sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup de recul, j'avoue. Donc, puisque nous sommes directement dans l'action, dans une action qui n'est pas encore terminée, puisqu'on a des dispositifs réglementaires qui sont en cours, et que donc vous êtes en direct, j'ai envie de dire, vis-à-vis de l'action publique. Et ça, pour nous qui sommes dans nos strates d'action publique, c'est très important, et donc on sera surtout intéressé par l'échange. Comme l'a indiqué donc François Pellegrin, en effet, l'association AMO a été parmi d'autres. Il y avait aussi un think tank qui s'appelle la Fondation Palladio, donc un think tank qui regroupe des architectes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des élus. Et donc, ils ont rêvé, en 2014, à des zones franches. Bon, c'est un rêve, évidemment. Les enfants jouent à ça, d'ailleurs, quand on joue à... Et si on disait qu'on pourrait faire ça, et que donc on ferait ça, et que donc, comme on ferait ça, on pourrait faire ça, et que, etc. Et puis, à un moment donné, les parents rentrent dans la chambre, et brusquement, il faut s'arrêter et réaliser qu'en réalité, cette idée qu'on puisse, et dont on rêve tous, de s'émanciper d'un certain nombre de contingences, évidemment, et parfois les acteurs de la construction rêvent à pouvoir s'en émanciper, eh bien, en réalité, tout ça n'est pas si simple. Alors, on avait effectivement, en 2014, dans le rapport du parlementaire Patrick Bloch, qui s'était saisi donc des problématiques d'architecture, ce qui est fort rare et tout à fait remarquable, une disposition qui était proposée, qui était créer des zones franches. Lorsque le ministère de la Culture et a fortiori Madame Aurélie Filippetti, puis Madame Madame Flore Pellegrin, ont décidé de se saisir de ce rapport qui faisait un certain nombre de propositions relativement inattendues et d'autres tout à fait attendues parce que répétées depuis de
longs rapports sur des sujets qui n'arrivent pas à se régler, et qui sont d'ailleurs toujours pas réglés, figurait donc cette mesure. L'élaboration de la stratégie nationale pour l'architecture a permis à des groupes de travail, et en particulier au groupe qui avait été confié à Marc Barani, donc un grand prix national d'architecture, et puis à quelques lauréats des albums de la jeune architecture et un directeur d'école d'architecture, Lorenzo Diez, d'approfondir cette question qui est sortie sous une autre forme, non plus des zones franches, mais qui est sortie sous le terme permis de faire. Cette notion de permis de faire voulait donc simplement dire, dans l'esprit d'une stratégie pour l'architecture, que les architectes souhaitaient pouvoir se lancer par des projets d'architecture dans des dispositifs spatiaux, ce qui est un projet d'architecture, qui puissent momentanément s'émanciper d'un certain nombre de règles, de moyens qui sont donnés par le Code de la construction, et se concentrer essentiellement sur les résultats, et pouvoir donc momentanément travailler à un projet d'architecture qui pourrait potentiellement faire l'objet d'une, 2 ou 3 dérogations dans différents secteurs. Et donc où la notion de dérogation viendrait après, c'est-à-dire après avoir conçu un projet d'architecture. Un projet d'architecture sur un terrain avec une luminosité, un ensoleillement, un rapport au sol, un rapport à l'eau, un rapport à tout ça. Et donc, compte tenu d'un certain nombre de caractéristiques, on pourrait considérer que toutes les normes de construction ne sont pas forcément à empiler sur ce projet-là, mais on pourrait considérer que leur imbrication, leur articulation entre elles pourrait permettre une simplification et aller à un projet d'architecture qui s'émanciperait de ça. Donc, au banc de l'Assemblée, au banc du Sénat, la ministre de la Culture a souvent dû expliquer ce dispositif à ceux qui en étaient les détracteurs et qui expliquaient que si jamais on allait faire un permis d'expérimenter dans la loi, puisque là je suis arrivée au moment de la loi, on allait courir des dangers graves, et en particulier, ce serait le permis de faire n'importe quoi. Donc on avait rédigé des éléments de langage pour notre ministre qui étaient « non, ça ne sera pas le permis de faire n'importe quoi ». À partir de là, donc, au-delà de ces idées, de ces rêves, de ces envies, et du fait que pour les architectes, de façon générale, dans leur formation, la formation à l'architecture n'est pas la formation à l'exécution de toutes les considérations réglementaires. Sinon, ça ne serait pas une formation à l'architecture. Donc, la formation à l'architecture est un art de la synthèse, est un art de l'intégration et un art de l'invention pour répondre à un certain nombre de critères, de demandes. Je n'aime pas du tout le mot de contrainte. Les enjeux environnementaux, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des engagements. Les enjeux patrimoniaux, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des engagements. Les gens qui les ont pris en toute connaissance de cause. Ils ne sont pas des victimes. Les élus qui prennent effectivement des engagements dans leurs documents d'urbanisme, ils s'engagent. Ce ne sont pas des contraintes. Donc il n'y a pas de contraintes en fait. Voilà. Donc, en réalité, un architecte travaille sur la base de caractéristiques, d'un site qui a des richesses, qui a des atouts, et que quand effectivement il est à côté d'un littoral, il a l'atout d'être à côté du littoral. Il n'a pas la contrainte d'avoir la loi littorale. Bon. Donc par rapport à ces questions-là, c'est comment on aborde dans les études d'architecture un site, comment on aborde un projet. On l'aborde à travers des caractéristiques que tout simplement un grand prix d'urbanisme a déjà défini depuis longtemps, qui s'appelle Antoine Grimbach, c'est la géographie et l'histoire. Donc la géographie et l'histoire qu'on apprend à l'école, ce sont les ferments les plus importants du projet d'architecture. Et donc il n'y a pas de contraintes. Une fois qu'on a dit ça, le rêve de s'émanciper des contraintes n'en est pas une. En fait, il s'agit simplement, à travers cette considération
que pourrait être ce fameux permis de faire et qui, depuis, a trouvé des prolongements tout à fait importants et intéressants désormais dans la loi ESSOC, c'est de transformer l'idée qu'on se tape le code de la construction, on se tape le code de l'urbanisme, on se tape le code des collectivités. Bon, quand on est architecte, on n'est pas supposé lire tout ça du début à la fin, du matin au soir, sinon on n'est plus architecte. Voilà. On n'a pas la possibilité de faire ça. Donc, on a la possibilité, au contraire, de s'appuyer sur des équipes extrêmement compétentes qu'on fabrique, qu'on forme, voilà, avec les maîtres d'ouvrage qui eux-mêmes ont travaillé sur les enjeux du projet. Et donc, on est dans une équipe avec les entreprises, très vite quand c'est conception-construction, un peu plus tardivement quand ce sont des marchés classiques. Et donc, on travaille à tout ça. Donc maintenant, ce que je voulais dire en quelques mots encore, puisque j'avais droit à un peu plus de temps, c'est, au fond, innover en architecture. Alors, innover en architecture, c'est d'abord un travail d'équipe, et ça, je voudrais saluer l'association AMO, qui valorise cette alliance entre architectes, ingénieurs, entreprises. D'autre part, l'innovation en architecture, c'est inhérent au processus, tout simplement, puisque l'architecture, je l'ai dit tout à l'heure, est un art de la synthèse à dimension à la fois technique, environnementale, économique, sociale. Ça fait partie de l'article 1 de la loi de 77, donc tout ça n'est pas nouveau. D'autre part, c'est un art de la vision intégrée. Donc là, je parle devant le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, qui est a priori, de toute façon, un promoteur de cette vision intégrée, n'est-ce pas, Paul? Donc la vision intégrée dans un territoire, c'est bien une vision où on intègre toutes ces dimensions. Et de ce point de vue-là, l'innovation, c'est souvent de faire intégration. Voilà. Car trop souvent, on est dans la sectorisation. Enfin, l'innovation dit phase expérimentale, réussite, échec, tâtonnement. Quand on fait un projet d'architecture, ceux qui sont là et les praticiens le diront, on fait des esquisses, on essaye, on regarde et on itère avec un certain nombre de collègues. Et donc, ça prend un peu de temps. Donc, l'innovation, c'est aussi le temps. D'autre part, l'innovation, c'est les modalités de la prise de risque. Donc ça, je voudrais en dire un mot. Le temps et la prise de risque sont les ennemis jurés des équilibres financiers à court terme. Pour innover, il faut accepter d'entrer dans un temps plus long de retour sur investissement de notre société, accepter une création de valeur pour la communauté et donc considérer que l'innovation, c'est un bien commun. La notion de bien commun, c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu. L'innovation, c'est a priori pour une société une valeur. Si notre société française peut innover, elle génère une valeur. Pour partie, cette valeur bénéficie à ses auteurs potentiellement. Vous en êtes tous potentiellement. Ça doit bénéficier aux entreprises, ça doit bénéficier aux architectes, ça doit bénéficier aux élus, ça doit bénéficier en fait à tous ceux qui contribuent à ce bien commun qu'est cette innovation. Et cet apport particulier de l'architecture dans le processus d'innovation, dont l'objectif est bien de répondre à des besoins sociétaux, n'est pas encore tout à fait défini. Donc on va avoir besoin de définir quelle est la responsabilité en fait de l'innovation en architecture, comment elle s'articule avec les responsabilités qui sont prises désormais dans le cadre des dispositions futures, les responsabilités prises par chacun dans l'équipe. Il y a des prises de risques, il y a des responsabilités, il faut pouvoir investir et on n'est pas des gens naïfs. Donc on doit être responsable par rapport à cela. En matière de transition écologique, je voudrais dire un mot sur le rôle de l'enseignement et de la recherche. Alors, quels que soient les modes d'exercice, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, médiateur, enseignant, chercheur, les écoles nationales supérieures d'architecture sont déjà très mobilisées pour la limitation de l'empreinte écologique des bâtiments. Il y a des engagements qui sont pris par les établissements, ils les ont écrits, ils les ont publiés, ils en ont fait valoir un certain nombre d'apports récemment à l'ENS lors d'un
séminaire sur ces problématiques-là, comment les établissements d'enseignement supérieur de notre pays prennent en compte cette empreinte écologique. Donc, ils s'inscrivent aujourd'hui avec les autres professionnels de l'acte de bâtir dans des démarches de plus en plus inclusives et responsables. Donc, ils ne sont pas des irresponsables. En matière d'innovation, cette mobilisation s'appuie forcément à la fois sur les formations initiales, mais aussi surtout sur les laboratoires de recherche. Et cette conception renouvelée, ressourcée, est explorée dans les laboratoires actuellement des écoles. Alors, pour finir, je dis ça simplement pour faire valoir la capacité d'expertise, en fait, tout simplement, des établissements que nous devrons intégrer d'une manière ou d'une autre dans les dispositifs actuellement à l'œuvre d'expérimentation pour que ceux qui sont aptes à pouvoir analyser, en fait, si les résultats des innovations sont équivalents aux résultats qui étaient ceux des dispositions du Code de la construction, nous souhaiterons que les écoles nationales supérieures d'architecture soient aux côtés du CSTB, incluses dans les experts potentiels de ces innovations. Alors, pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur les dispositifs eux-mêmes. Donc, on a parlé, et je remercie Paul Delduc d'avoir évoqué le dispositif qui était celui de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, qui s'appelait donc le permis d'expérimenter. Le permis d'expérimenter, inscrit donc dans l'article 88.1 de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, avait un champ limité sur le plan des programmes, le champ du logement, et celui des équipements publics. Il avait également un champ limité, il s'adressait uniquement aux constructions publiques et non aux constructions privées. Enfin, le permis d'expérimenter au titre de la loi ECAP partait de l'idée qu'on expérimente par un projet et qu'on en déduit des dérogations. La différence entre l'expérimentation et la dérogation, selon nous, c'est que l'expérimentation, on expérimente quelque chose, et donc on veut quelque chose, et pour aller quelque part, on déroge. La dérogation, le permis de dérogation, est un permis d'éviter quelque chose, légèrement différent. Aujourd'hui, on a, grâce au développement qui s'est mis en place par la loi ESSOC, un permis donc d'innovation. Comment s'appelle-t-il exactement? Le permis de... Bon, alors vous voyez... Donc, on est en face. Alors, il s'appelle le permis d'expérimenter. Très bien. Puisqu'il s'appelle le permis d'expérimenter, on va devoir nous assurer que l'expérimentation permette, d'une part, une capitalisation, c'est prévu par le texte, vous allez nous l'expliquer après, et donc je pense qu'on pourra tout à fait être associé à ces dimensions-là, et donc je m'en réjouis. Et par ailleurs, désormais, le champ est beaucoup plus étendu. Donc là, je laisserai le soin à mes collègues de bien l'expliquer pour qu'on puisse, je veux dire, se caler. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que à travers le dispositif de la loi ESSOC, on a un élargissement puissant de ce dispositif. Et donc, je laisserai le soin à mes collègues de le faire. Mais je voudrais aussi signaler que dans le cadre de la loi Élan, il y a une disposition tout à fait intéressante, selon nous, qui est d'une part le fait de pouvoir étendre le dispositif de ce qu'on a appelé le permis d'innover, qui est un autre dispositif, article 88.2 de la loi LCAP. On vous donnera des documents écrits, parce que c'est... Et on ne vous fera pas une interro écrite juste à la fin. Donc la loi Élan a souhaité élargir le dispositif d'un permis qui est le permis d'innover, qui est un peu différent, qui lui est ouvert dans un périmètre précis géographique, qui est celui, d'une part, des opérations d'intérêt national, et d'autre part, grâce à la loi Élan, au nouveau GOU, grandes opérations d'urbanisme, et aux ORT, opérations de revitalisation des territoires,
qui ouvre à donc 2 nouveaux périmètres géographiques créés par la loi Elan. Le permis d'innover est donc innover sur plusieurs codes, le code de la construction, le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, attention, et qui ouvre donc un champ extrêmement puissant qui a déjà été mis en œuvre grâce à l'AMI que vous avez lancé en liaison avec nous et dont on va prochainement tirer aussi les conclusions. En bref, il y a des différences, il y a des convergences, il y a un certain nombre de points à clarifier, mais nous travaillons très étroitement pour le faire. Là où on est absolument convaincu, c'est que ce sont aux professionnels et de l'aménagement, et de la construction, et de la conception, et aux entreprises de se saisir du dispositif, car c'est eux qui vont nous dire ce que c'est. Merci. Merci bien Agnès Vince. Alors, vous gardez vos questions, parce qu'on va enchaîner avec Michael Thierry, qui peut peut-être se présenter avant de nous délivrer le détail du dispositif. Donc effectivement, je vous prie d'excuser Emmanuel Accardi, qui est sur les bancs du Sénat sur la loi mobilité auprès de la ministre. Et c'est un plaisir que j'ai de venir présenter ici ce dispositif introduit par la loi ESSOC. Donc la loi ESSOC, c'est celle qui est là pour donner confiance, pour pouvoir rassurer les acteurs et avoir confiance en eux. Donc c'était aussi tout ce qui était sous-jacent à cette loi ESSOC et à son habilitation qui a donné naissance, qui annonce 2 ordonnances que je vais détailler ici. Une qui correspond à ce que nous avons actuellement en vigueur, le permis d'expérimenter, et une seconde que je vais développer aussi qui va annoncer la réécriture du Code de la construction selon une démarche qui va favoriser l'innovation. Donc je continue un petit peu d'introduire sur... quand on parle d'innovation, vous avez tout à fait raison, on parle d'innovation technique et architecturale. C'est important d'avoir cette dimension. On l'a bien mis, ces 2 dimensions, on les a bien mis dans l'ordonnance. Donc allons-y. Un contexte que beaucoup de gens connaissent, c'est que les règles de construction ont d'abord été assez denses à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Elles se sont additionnées pour donner des références, pour encadrer, et ce qui a pu conduire à quelquefois des incohérences, beaucoup de garde-fous, beaucoup d'exigences de moyens qui maintenant peuvent constituer quelque peu des freins à l'innovation. Aujourd'hui, on a d'autres moyens justement pour construire, on a d'autres moyens pour démontrer des équivalences, des contrôles, des modélisations, des connaissances de plus en plus fines de la physique du bâtiment qui ont amené justement les pouvoirs publics à développer ces permis d'innover pour créer ce choc de simplification des normes, pour réduire les coûts, pour construire plus rapidement, pour fluidifier, mais surtout pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, pour pouvoir innover dans le secteur de la construction. Donc ça s'est traduit dans la stratégie logement avec cette notion de choc de l'offre et de choc de simplification et par la loi ESSOC qui s'est concrétisée avec 2 ordonnances, s'il vous plaît. Alors, comment cette loi ESSOC, donc dite société de confiance, elle a pu donner 2 branches, 2 ordonnances. La première ordonnance, j'ai envie de dire que c'est une ordonnance de préfiguration pour préparer le terrain. C'est le permis d'expérimenter, alors on l'appelle aussi comme ça. D'autres l'appellent comme étant le dispositif des solutions d'effets équivalents. On est en train d'avoir un système qui permet au maître d'ouvrage de démontrer qu'il est équivalent à l'application d'exigences de moyens ou de garde-fous performantiels qu'on peut retrouver dans la réglementation et qu'il atteint des résultats équivalents. Il doit apporter cette preuve et à ce moment-là, il peut s'inscrire dans ce dispositif du permis d'expérimenter. Le grand 2, l'ordonnance 2, on l'appelle aussi ESSOC 2, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui va vers l'inscription de ce permis d'innover, d'expérimenter dans le droit commun, dans le Code de la construction, mais qui vise aussi bien au-delà de réécrire pour toutes les thématiques du Code de la construction la réglementation selon une logique de résultat et pas une logique de moyens. Donc ça, c'est un travail de plus grande envergure sur lequel nous travaillons actuellement. S'il vous plaît. Donc en termes de calendrier, c'est important de faire un petit focus. Nous avons donc 2 branches, l'ordonnance 1, le permis d'expérimenter, et les travaux de réécriture du Code de la construction. Sur la première branche que vous avez en haut, on a déjà bien avancé, puisque même l'ordonnance
elle est opérationnelle avec la sortie du décret d'application depuis le 11 mars. Donc ça y est, les acteurs économiques peuvent innover au travers de ce permis d'expérimenter sur les thématiques du Code de la construction. Il y a même un décret de capitalisation qui va bientôt sortir. Nous travaillons avec le ministère de la Culture sur son élaboration. Il s'agit de capitaliser les informations, d'engranger de l'information pour à terme pouvoir pérenniser des innovations, qu'elles puissent s'inscrire dans le droit commun, les inscrire dans des solutions de référence du Code de la construction. Donc ce travail doit se faire avec suffisamment de recul sur la durabilité des solutions, leur sinistralité, etc. Donc on va construire cette capitalisation et puis l'inscrire sans doute dans un observatoire plus général de cette innovation. Et la branche que vous avez en dessous, c'est quelque chose qui est en cours sur la réécriture du Code de la construction, selon l'ordonnance 2, qui doit nous amener en février 2020 à pouvoir rentrer tout le dispositif dans le Code de la construction, y compris ce qu'on a actuellement qui est en vigueur, le permis d'expérimenter, qui va venir s'inscrire dans le Code de la construction de manière pérenne. Merci. Donc je vais détailler un petit peu plus ce qui se passe au travers de ce permis d'expérimenter, traduit dans l'ordonnance 1 de la loi ESSOC, qui est censée favoriser l'innovation. Donc, ce que je voulais d'abord bien préciser, c'est qu'on a vraiment la reprise du travail fondamental qui a été mené avec la loi LCAP, avec le permis, le grand 1 de la loi qui a été désigné tout à l'heure, ou même dans les travaux qu'on a eus avec le Conseil d'État, on a bien vu qu'il y avait ce fonds qui avait bien été utilisé pour construire toute l'architecture, toute la mécanique autour de ce dispositif. On a simplement élargi le champ des possibles au travers des thématiques sur lesquelles on peut déroger, et aussi le périmètre des bâtiments concernés. Vous verrez aussi que le dispositif n'est pas conçu de la même manière. Il était peut-être plus étatique dans la version loi LCAP. Là, on a voulu donner la main aux acteurs, donner la main à l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment pour pouvoir vérifier qu'on a bien une solution équivalente qui est mise en place. Donc ces travaux sur l'ordonnance 1, ce que je voulais bien mettre en évidence ici sur ce slide, c'est que nous nous sommes associés au secteur de la construction au travers du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique qui a co-construit avec nous cette ordonnance 1 et le décret d'application. Il y a eu des groupes de travail qui ont travaillé sur qui ont vraiment co-construit ce texte. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, je suis désolé, mais je vais... Alors c'est vrai qu'on nous reproche qu'il est trop compliqué. Alors, mais il n'y a pas que le permis d'expérimenter sur ce schéma. Vous allez voir, ce qui est en bleu, c'est l'existant. C'est notre schéma de fonctionnement actuel avec l'intervention du maître d'ouvrage, le principe d'avoir un permis de construire, les travaux, etc. À l'achèvement du travaux, une attestation d'achèvement des travaux et toutes ces étapes. En vert, c'est ce que vient rajouter le permis d'expérimenter, parce qu'il faut quand même avoir des garde-fous de vérification dans ce dispositif. Il faut quand même avoir un contrôle qu'on a bien une solution équivalente à la réglementation. C'était vraiment mis en évidence par les acteurs du Conseil supérieur de la construction et puis par les pouvoirs publics. Donc ça se fait à deux moments. Ça se fait en amont du permis de construire. Vous avez le maître d'ouvrage, il travaille avec un architecte sur la construction d'une solution équivalente. Il monte un dossier, un projet. Et ce projet, il le soumet à un organisme indépendant, vous verrez tout à l'heure lesquels ils sont, qu'on appelle aussi un attestateur, qui va, lui, regarder s'il y a bien une équivalence de résultats entre l'application de la réglementation et... Oh là, je me dépêche. Donc, donc cet attestateur va remettre une attestation maître d'ouvrage qui adjoindra à son permis de construire. Ce que je voulais juste rajouter, c'est au cours des travaux, vous avez bien la présence d'un contrôleur technique qui est obligatoire dans le cadre de ce permis d'expérimenter pour pouvoir s'assurer de la bonne mise en œuvre des solutions qui avaient été annoncées dans le projet. Et ce contrôleur technique commettra une attestation aussi à la fin, qui sera fournie aussi à l'achèvement des travaux, comme quoi il y a bien eu les mises en œuvre des mesures qui avaient été mises dans le projet. Je voulais, avec ce tableau, vous donner un exemple sur les champs sur lesquels nous pouvons avoir des dérogations, entre guillemets. Donc, par exemple, sur le champ de l'aération. Sinon, vous avez tous les champs qu'on a quasiment dans le Code de la construction. Donc, sur l'aération, vous avez les types de bâtiments concernés. On n'a que les habitations. Pour d'autres types de thématiques, on a le tertiaire, par exemple. On a un objectif général sous-jacent qui a été inscrit dans le décret qui doit être respecté. Il est très important lorsqu'il n'existe pas l'objectif général dans le Code de la construction. Pour le coup, quand on doit démontrer l'équivalence, il faut qu'on se réfère à cet objectif fondamental.
qui est une grille de lecture en quelque sorte des solutions d'effets équivalents mises en place. Et puis vous voyez les organismes pouvant délivrer les attestations d'effets équivalents. Là, vous avez des contrôleurs techniques, le CSTB, le CEREMA et des bureaux d'études qualifiés certifiés avec un niveau de compétence suffisant. Voilà, on va avancer s'il vous plaît d'un cran. Encore une fois, vous aurez les... Alors là, avec ce slide, il était très important pour nous de mettre en évidence bien la bonne articulation avec les travaux de la loi LCAP. Bon, comme ça a été bien détaillé tout à l'heure, comme quoi il y avait une bonne synergie, je ne vais pas revenir dessus, on va avancer d'un cran. Voilà. Nous venons de lancer avec le ministre Julien Denormandie un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, dit permis d'expérimenter, pour pouvoir relayer cette dynamique de manière beaucoup plus massive. Alors c'est un permis, c'est un AMI qui se fonde sur trois piliers. Un appui technique que nous offrons, nous, la DHUP, pour bien orienter les maîtres d'ouvrage sur qu'est-ce qui ressort de l'innovation du permis d'expérimenter ou pas, pour éviter notamment que certaines fois, on aille dans le domaine normatif. Parfois, des maîtres d'ouvrage veulent innover sur la norme, sur les normes d'application volontaire ou pas. Là, on est vraiment sur la réglementation. Aussi un soutien financier pour à la fois les surcoûts liés à l'ingénierie pour élaborer les solutions innovantes et aussi pour le coût de l'attestation qui est nécessaire, 10 000 € par projet. Et le troisième pilier, c'est la promotion des projets les plus ambitieux. Voilà. Alors un petit parallèle avec le permis d'innover, qui est celui finalement qui couvre beaucoup plus largement d'autres codes que le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, mais qui en termes de périmètre géographique et périmètre des opérations est un peu plus restreint, puisque c'est en lien avec des enjeux d'aménagement, comme ça a été décrit tout à l'heure. C'est aussi en lien avec les établissements publics d'aménagement qui, eux, délivreront l'autorisation, ou le préfet, l'autorisation sur la base d'une étude d'impact qui sera fournie par le maître d'ouvrage, qui dialogue avec la maîtrise d'œuvre, avec l'architecte dans ce cadre. Donc le permis d'innover prévu par la loi LCAP, le grand 2, a une durée de vie plus longue, puisqu'on est sur 2018-2025, c'est un dispositif beaucoup plus pérenne dans le temps, et qui vise vraiment aussi la même logique de passer d'un objectif de moyenne, objectif de résultat, mais comme je l'ai dit, sur plus de champs réglementaires. La différence, c'est que nous avons, au travers de ce permis d'innover, un mécanisme un peu différent où l'étude d'impact doit être fournie par le maître d'ouvrage et elle est étudiée directement par l'établissement public d'aménagement ou le préfet qui va lui viser, qui va vérifier l'équivalence de résultats. Juste s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est ce que vous aviez ici. Et on vous avait mis aussi un tableau juste derrière, encore un coup, où vous voyez la différence qui est entre le permis d'innover et le permis d'expérimenter. Alors, sur le périmètre, on voit bien qu'on est sur des opérations d'aménagement, donc c'est des GOU, des ORT. Aussi, Solidéo sera concerné par l'aménagement du village olympique, sera considéré par ce permis d'innover. Et aussi l'intervention des EPA sur leur périmètre d'aménagement, qui ont d'ailleurs lancé des AMI pour pouvoir mobiliser le permis d'innover, et mobiliser des maîtres d'ouvrage. Tandis que le permis d'expérimenter à droite sur ce tableau, lui, couvre tous les types de maîtres d'ouvrage voulant s'inscrire dans cette démarche. L'établissement public d'aménagement et le préfet vont valider la demande sur la base d'une étude d'impact qui sera la documentation fournie, qui démontre l'équivalence de performance. Sur le permis d'expérimenter, nous avons un organisme indépendant qui est un attestateur qui réalisera cette équivalence, cette démonstration d'équivalence de performance. Mais aussi, il est important de bien voir que dans ce dossier, dans cette documentation qu'on doit fournir, il y a à la fois le projet fourni par le maître d'ouvrage, association d'architectes, et derrière, le document d'attestation qui est très important pour pouvoir déclencher toute la procédure de construction en lien avec le permis de construire, avec l'autorisation d'urbanisme. Et je termine par un chantier beaucoup plus important, mais qui est parfaitement en continuité avec cette démarche, qui vise à inscrire dans le Code de la construction quelque chose dans le marbre pour innover, avec une procédure d'innovation. Donc c'est un travail que nous menons aussi actuellement avec le Conseil supérieur de la construction, différents groupes de travail qui œuvrent sur toutes les thématiques du champ réglementaire. Le principe est très bien résumé sur le slide d'après. Voilà.
Donc, ce qui est en rouge, ce qui est encadré en rouge, c'est ce sur quoi on va intervenir dans le cadre de ce travail de l'ordonnance 2. Nous allons réécrire la partie législative du Code de la construction qui est assez foisonnante, qui comporte même des exigences de moyens, qui comporte des résultats atteints, qui comporte des objectifs généraux. Nous allons reconcentrer les choses au travers des objectifs généraux. Et puis, nous allons en vert construire la procédure d'innovation qui va beaucoup s'inspirer du permis d'expérimenter que nous avons en œuvre, qui fonctionne actuellement, pour l'écrire dans le Code de la construction. Alors ça va nous amener jusqu'en février 2020, et après, nous allons pouvoir entamer une deuxième démarche, où dans le Code de la construction, nous allons orienter des choses en deux parties. Les résultats à atteindre chiffrés. Si vous voulez, dans la partie législative, vous aurez les grands objectifs généraux pas chiffrés. Dans la partie réglementaire, vous aurez les objectifs chiffrés. Par exemple, en thermique du bâtiment, vous aurez les performances énergétiques avec toutes sur les différents indicateurs performantiels, les valeurs à atteindre. Et vous aurez un troisième pilier qui correspondra aux solutions de référence, les anciennes exigences de moyens, qui pourront être toujours présentes. Si un maître d'ouvrage veut directement faire appel à des solutions de référence reconnues comme validant à la fois les résultats chiffrés et les objectifs généraux, il le pourra. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis ici le petit lien vers une page du ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, parce que c'est important d'y voir un guide qui permet de voir comment on applique le permis d'expérimenter. C'est aussi tout frais, ça date d'il y a quelques jours. Vous aurez le lien vers les attestations d'effets équivalents. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage, il a fini son projet et qu'il est fier de la démonstration de l'équivalence, et là, il va présenter son dossier à l'attestateur. L'attestateur, pour pouvoir délivrer automatiquement l'attestation, il va sur un site qui est en lien avec Démarche Simplifiée, qui est vraiment une procédure très centralisée au niveau des ministères pour pouvoir générer l'attestation. Et troisième point important de cette page web, c'est que vous aurez les éléments pour l'AMI, pour l'appel à manifestation d'intérêt, et le cahier des charges pour pouvoir s'inscrire dans cet AMI. Et je termine, parce que là, finalement, on voit bien qu'on est sur le champ de la réglementation. Il y a quand même un autre chantier qui doit être entrepris, on le retrouve bien dans le rapport de messieurs Lafoucrière et Scarpi qui vient de sortir sur les freins à la construction et à l'innovation. Il y a aussi le domaine normatif. On dit des normes, et là on parle des règles de construction dans le Code de la construction. Il y a aussi tout le champ normatif. Parfois, des normes d'application volontaire sont appliquées de manière très systématique. Il y a aussi tout un chantier autour de la simplification du domaine de la normalisation et des normes qui nous entourent. Je vous remercie.